Bonjour les amis, bienvenue dans ce troisième épisode avec Julie Bonaparte. Et bienvenue Julie, comment ça va? Allô Emma, ça va super bien et toi? Bah oui, ça va. Je raconte toujours un peu de bêtises avant qu'on enregistre. C'est pour ça que je rigole encore un peu les amis parce que c'est l'été. Mhm. Et on parle, parce que Julie, en fait, elle sait faire plein de choses dans sa future maison. Elle me racontait tous les travaux qu'elle arrive à faire. C'est dingue. Hein, tu n'es pas uniquement dans la case de la natalité, mais aussi de la création et de la naissance d'un beau projet de maison. Exact. Peut-être qu'on fera des capsules bricolage, en fait, Ah, ensemble. peut-être. Toi, tu pourrais faire des capsules maquillage pour m'enseigner comment faire parce que je connais rien là-dedans. Puis moi, je pourrais t'enseigner comment pendre une porte parce que là, on a fait ça cette semaine. On a suspendu des portes coulissantes, des grosses portes pleines. C'était mon apprentissage là, pour la semaine. Ah oui, mais c'est dommage qu'on soit séparés par l'océan Atlantique, puisque je suis en Suisse et toi au Québec. Sinon, on serait venu tourner pour suivre ton chantier. Mais d'après ce que j'ai compris, tu auras des images. En tout cas, c'est un projet dont on parlera peut-être, mais je serais en tout cas ravie d'échanger sur ce magnifique chantier que vous êtes en train de faire en équipe. Mhm. Et nous, on va se concentrer aujourd'hui sur un thème que tu évoques dans ta formation, dans vos formations, puisque je rappelle, il y a plusieurs formations que vous pouvez trouver en lien de cette vidéo dans le descriptif, que ce soit pour vous les professionnels, les sages-femmes, les médecins, ou peu importe finalement, hein, toutes les personnes qui gravitent autour de comment on peut dire ça, Julie, la natalité, Mhm. La périnatalité. Mhm. la périnatalité Oui, ou les parents exact. ou les personnes curieuses. Donc moi, je fais Mhm. partie un peu des parents et des personnes curieuses, hein, parce que je fais tous les programmes que Julie et sa fille m'ont très gentiment mis à disposition pour découvrir cet univers et je tombe de ma chaise chaque jour. Et il y a vraiment des sujets, les amis, vous allez découvrir un monde. Waouh, ça explique beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et il y a un thème qui s'appelle brain, comme le cerveau, c'est ça, hein, le cerveau, dont Julie va nous parler aujourd'hui, Mhm. qui concerne quelque chose qui est vraiment d'actualité, c'est le consentement libre et éclairé. C'est une méthode que nous enseigne Julie dans sa méthode Bonaparte. Comment avoir du discernement en ce qui concerne les actes médicaux. Alors Julie, je vais te laisser nous expliquer cette méthode-là et les amis, vraiment partagez, je vous dis tout de suite, vous pourrez partager cette vidéo parce que tôt ou tard, nous aurons tous un jour affaire à un choix par rapport à notre santé, par rapport à un acte médical, quel qu'il soit. Ça ne concerne pas que la périnatalité. Donc Julie, brain, qu'est-ce que ça veut dire en Mhm. réalité? Donc, BRAIN, c'est un acronyme pour nous aider à décortiquer les différentes étapes du consentement libre et éclairé. Peut-être en introduction, ce que je voudrais rajouter sur le consentement libre et éclairé, c'est quelque chose qui part de la valeur de je suis souverain et je suis l'expert de mon propre corps, de mon esprit, de mon âme. Je suis souveraine comme entité. Et au niveau légal, hein, on est une personne au terme légal, au terme juridique. Et ça veut dire qu'on a le droit de choisir euh, comment on vit, avec qui on vit, c'est quoi, qu'est-ce qu'on considère qui est sain et qui est juste pour soi. Et partant de ce principe-là, ça voudrait dire que chaque fois que quelque chose m'implique moi comme personne, je, j'ai la possibilité de choisir si je tourne à droite ou si je tourne à gauche ou si je continue tout droit. Puis, euh, on parle beaucoup du consentement libre et éclairé maintenant pour des gestes médicaux parce que la médicalisation de notre vie nous a enseigné très jeunes à être passifs et à croire que l'autorité vient d'ailleurs, que les autres savent mieux que nous. Et dans le monde médical, on a spécialisé des gens qui s'occupent des oreilles, des yeux, des organes reproducteurs, qui s'occupent des os. On a séparé puis on a spécialisé ça et on a dit, eux autres, ils savent plus que n'importe qui. Et moi, je fais partie de ceux qui croient que moi, comme être, je suis celle qui connaît le mieux ce qui est bon pour moi.
Et si je ne sais pas ce qui est bon, je vais aller m'informer et je vais suivre à l'intérieur de moi, ce qui me guide, puis qui va me dire de tourner à droite ou de tourner à gauche. Puis, quand nous, on forme, hein, on prépare, on déprogramme les professionnels de la santé, c'est la première chose on a une grosse résistance là-dessus. Parce que le modèle qu'ils ont appris, c'est on va prendre en charge un patient. Et dans cette phrase-là, dans cette simple phrase-là, il y a plein de mots qui ne marchent pas. Prendre en charge, ça veut dire que je vais faire les choses pour toi. Je vais prendre la responsabilité de toi. Mais moi, ça reste toujours ma responsabilité. Ma vie, c'est ma responsabilité. Ma santé, c'est ma responsabilité. Mon bien-être, c'est ma responsabilité. Ce n'est pas celle des autres. Et donc, si je pars avec la philosophie qu'ils me prennent en charge, ben, je vais être passive et je vais attendre des autres. Je vais attendre les solutions des autres et je vais être observante de ce qu'ils vont me dire. Et ça, c'est le modèle médical. Si on regarde le modèle souverain, c'est « je suis souveraine, je choisis, je vais sentir ce qui est bon pour moi et je vais gérer les conséquences de mes choix. » Donc, si j'ai décidé de tourner à droite puis qu'il m'arrive quelque chose à droite, ben là, je vais dire, ben peut-être que je n'ai pas pris la bonne décision, j'aurais dû tourner à gauche, mais au moins, je vais dire, bon, la prochaine fois, j'ai compris ça et je vais faire ça différemment, je me connais mieux maintenant, je connais ça. Le but pour moi de la vie, un des objectifs, c'est de se connaître soi-même. Je suis ici pour me connaître moi-même. Après ça, je suis ici pour me dépasser. Ça, c'est un autre objectif, mais ça débute d'abord par se connaître soi-même. Et je pense que la médicalisation fait en sorte qu'on se détache. Il y a comme des parties qui se détachent. Il y a la partie corporelle, santé, ça ne me regarde pas, ça regarde les autres, ça va regarder le médecin. Je vais aller voir mon médecin va me dire quoi faire, quoi pas faire. Pendant la grossesse, on fait toujours ça. Il ne faut pas que tu manges ça, il ne faut pas que tu fasses ça, il ne faut pas que tu ailles là. Tu sais, comme aller à cheval. Tu sais, ou moi, je faisais de la planche à voile quand j'étais enceinte. Tu sais, ils disent « Ah non, il ne faut pas que tu fasses de la planche à voile. » Mais pourquoi? Si je débutais comme véliplanchiste, peut-être de tomber à l'eau puis de remonter avec un gros ventre, ça peut être compliqué, on s'entend, mais tu sais, si je sais en faire, je peux être très bien. Ma fille a fait du surf des neiges jusqu'au jour de l'enfantement. Le samedi, on était en surf ensemble, en surf des neiges, hein, en plein milieu de l'hiver. Et puis, elle dit, bon, on fait quelques descentes, puis gros ventre, hein? Puis, elle dit, bon, je suis un peu fatiguée, hein, je veux rentrer en dedans, je t'attends. Puis, à midi, on est reparti. Puis, le lendemain, elle a enfanté. Je veux dire, elle a donné naissance, littéralement. Les gens, « Oh mon Dieu, que tu es irresponsable de faire du surf des neiges enceinte. » Mais elle est souveraine. Elle fait du surf depuis qu'elle a 3 ans. Donc, elle a toute sa tête, elle est capable de bien faire. Elle est l'experte de son corps et elle a choisi et elle a été souveraine. Donc, le consentement libre et éclairé, c'est très difficile à faire avec les professionnels de la santé parce que ils ont été formés à penser qu'ils sont les experts et nous, on a été formés, on a été programmés à penser qu'on ne connaît rien là-dedans. Donc, c'est toi qui me dis « Ah, mon taux de glucose est élevé ou j'ai du diabète, toi, dis-moi quoi faire. » Ah, j'ai du cholestérol, toi, dis-moi quoi faire. Le gros problème avec ça, c'est que la science, maintenant, a été beaucoup déformée. Alors, d'un côté, on a la science qui nous dit, ben, on a des preuves qui disent que si tu fais X, Y, Z, tu vas bien aller. Puis après ça, on a ceux qui prennent la science puis qui la déforment ou ceux qui manipulent la science et qui manipulent les choses pour nous faire croire Je vais te donner un exemple. Il y a quelques années, j'ai travaillé pour Pfizer. OK, c'était pas mes années glorieuses, là, mais je dois dire que j'ai traversé de ce côté-là pour comprendre qu'est-ce qui se passait dans cette industrie-là. J'ai très bien réussi. Hein? J'ai travaillé 2 ans pour eux autres. J'ai gagné le prix de meilleur vendeur national au Canada, croisière, tout payé, 2 semaines avec mon conjoint sur la mer Baltique. Fait que je suis vraiment rentrée dedans pour comprendre comment ça marchait.
Moi, je vendais des médicaments pour le système cardiovasculaire. Okay? Je vendais plusieurs types de médicaments. J'étais représentante pour Pfizer, donc pour ce labo. Je visitais les médecins et je visitais les pharmaciens. Et nous, on disait aux médecins, voici, on a telle et telle étude qui démontre telle et telle chose. Tu sais, je ne savais pas à ce moment-là ce que je sais maintenant. Donc, nous, on va visiter les médecins, on présente des études, on parle du taux de cholestérol, puis tout tourne autour du cholestérol. Mauvais cholestérol, bon cholestérol, il faut contrôler le cholestérol. Nous, on vendait Lipitor. Lipitor, c'était le plus gros vendeur mondial. C'était la molécule qui se vendait le plus au monde. Et là, on disait aux médecins, bon là, on a un programme de santé pour vos patients, voici l'alimentation qu'ils devront suivre pour baisser leur cholestérol. Si ça ne baisse pas, après, ils pourront prendre la molécule. Mais tu sais, le scoop que j'ai appris après, c'est que le régime alimentaire qu'on proposait, c'était pas un régime qui allait réduire le problème de cholestérol. Ça ne réduisait pas le problème de cholestérol. Donc, le patient revenait, taux de cholestérol est encore élevé, bien, on va te mettre sur du Lipitor à vie, parce que ça ne guérit pas ton cholestérol. Ça, tu l'as à vie. Nous, on vendait ça. Après, quand je suis sortie de l'industrie, j'ai commencé à faire de la recherche, à revisiter ça. J'ai vu que le problème n'était pas le cholestérol comme tel, et c'était plutôt l'inflammation. Et qu'on pouvait réduire l'inflammation en modifiant, pas ce que nous autres, on disait, là, enlève les gras. Non, les gras, on en a besoin. Mais enlève les produits qui inflamment, comme le gluten, comme le blé, par exemple. Alors, c'est juste pour dire qu'il y a tout un scam autour des preuves qui sont présentées aux professionnels de la santé. Il y a tout un paquet d'incentives, de récompenses quand les médecins y prescrivent. T'sais, nous autres, on savait exactement ce que les médecins prescrivaient, on savait combien ils en prescrivaient, on savait tout sur leur vie privée aussi. T'sais, dans nos notes entre représentants, on écrivait 2 enfants, aiment aller à tel endroit, emmène-les à partie de hockey à telle place, parce que lui, c'est un fan. Écoute, c'est fou, là. Il y a toute une intelligence en arrière de ça, puis je parle pas d'une conspiration, là. Moi, j'ai travaillé là, fait que je sais exactement comment ça se passait. Puis, fait que c'est tout ça pour dire que on peut pas vraiment uniquement se fier sur la science, on peut pas se fier sur les professionnels. La vraie personne sur qui on peut se fier, c'est nous autres. C'est sur nous, c'est sur ce qu'on ressent. Ça, c'est toujours la vérité. Donc, le modèle BRAIN, il est là pour nous donner le pouvoir à nous, chaque individu, et pour permettre à chaque individu de dire qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est juste pour moi. Parce qu'il n'y a pas quelque chose qui est tout bien pour tout le monde, puis tout mal pour tout le monde. Il y a quelque chose qui est bien pour certaines personnes, puis qui n'est pas super bien pour d'autres personnes. Donc, c'est à chacun d'être souverain, puis de dire, je vais choisir. Donc, donne-moi les éléments que j'ai besoin pour être capable de faire un choix libre et éclairé. Et hier, justement, je lisais une revue et la dame, c'était une chercheuse, une médecin, qui disait « Voici les pages manquantes du consentement libre et éclairé pour le COVID. Voici les pages manquantes. » Et dans les pages manquantes, ce qu'il faut dire, c'est tout ce qu'on a comme preuve. Donc, le B dans BRAIN, ça veut dire, c'est quoi les bénéfices? OK? Fait à chaque fois qu'on fait une intervention, c'est quoi le bénéfice de faire l'intervention? Quand on parle de périnatalité, bien, il y a des bénéfices à certaines interventions, comme par exemple, si on dit il faut faire une césarienne, le bénéfice, ça serait, j'imagine, tu sais, ben, le bébé, il va pas bien, puis on fait une césarienne, on va lui sauver la vie. Le bénéfice, c'est l'enfant va bien aller. Mais parfois, le bénéfice n'est pas si clair que ça. C'est pas blanc ou noir. Parfois, le bénéfice il est mitigé. Et comme, par exemple, si on regarde pour l'épisode de la COVID, on a déclenché systématiquement plein de naissances. On a dit, on est en pandémie, on va déclencher les enfantements. Pourquoi? Qu'est-ce qui arrive? Ça, je ne savais pas. Pourquoi? Quel était l'argument? Il n'y a pas de logique. On va contrôler le flux.
On va contrôler. Pourquoi tu veux contrôler le flux? Donc là, quand tu déclenches, tu engorges les services. Parce que les femmes sont là longtemps, longtemps, longtemps. Tu déclenches, ils vont être là 2, 3 jours. C'est long de déclencher. Quand la nature n'est pas prête, elle n'est pas prête, même si tu déclenches. Donc, de dire, on va contrôler le flux, on va avoir les gens, ils vont arriver de manière régulière, on va céduler, on n'aura pas des gens, des femmes qui vont arriver n'importe quand. Ça n'a pas vraiment de logique. Parce que ce qui aurait été logique, c'est de dire aux gens, restez chez vous. Restez chez vous, OK? Venez quand vous allez être prête, puis qu'il reste quelques heures. Tu comprends? Ça aurait été logique. Parce que tu ne veux pas que les femmes soient là pendant des jours et des jours. Tu veux qu'ils soient là le minimum de temps. Tu comprends? Donc, à chaque fois, moi, je pense que notre réflexe à tout le monde devrait toujours être, OK, les bénéfices, tu n'as pas besoin de leur demander, ils vont toujours te dire. Bon, mais là, je vais te déclencher parce que tu vas avoir ton bébé dans les mains, parce qu'il va être avec nous autres, puis nous, on aime mieux qu'il soit sorti, parce que c'est souvent ce qu'ils nous disent, on aime mieux qu'il soit né que pas né. Présumant qu'il est plus en sécurité une fois qu'il est sorti du ventre de la mère que quand il est dans la mer. Ce qui est un autre concept qui est un peu fautif, parce que si on était si dangereuse pour nos enfants, pour nos bébés non-nés, ils naîtraient pas. Je veux dire, ils survivraient pas à la grossesse. S'ils survivent, c'est parce que notre laboratoire est parfait. Notre corps est parfait pour enfanter. Alors, le premier, le B, c'est les bénéfices. Le R, c'est le problème. Le R, c'est les risques. Il parle rarement des risques. OK? Fait que si on regarde le bénéfice, mettons pour la vaccination, le traitement, je ne sais pas si j'ai le droit de parler de ça, là, mais... Tu parles de ce que tu veux. D'accord. Bon, mais si on regarde le traitement qui est proposé, hein, l'injection, le bénéfice, il est dur à comprendre, le bénéfice. S'il me disait, tu ne l'attraperas pas, la COVID, puis tu ne la transmettras pas, je dirais, bon, il y a quand même des bénéfices. Tu sais, je ne l'attraperai pas, puis je ne le communiquerai pas. Donc, il y a potentiellement un bénéfice. Mais même dans ce cas-ci, il n'y a pas ce bénéfice-là. Le bénéfice que je vois, si on prend l'injection maintenant, c'est que peut-être on va être des law-abiding citizens, hein, des citoyens obéissants. Ben, tu sais, on rentre dans l'obéissance civile. Puis que si on ne le fait pas, on est dans désobéissance civile, si c'est une obligation, on va dire. Mais, en tout cas, le bénéfice, pour moi, il n'est pas clair. Mais le risque, le R, on n'entend pas parler des risques. Et c'est super important parce que les traumas sont liés au fait de ne pas avoir compris qu'on rentrait dans un risque, qu'on prenait ce risque-là. Donc, les risques pour le traitement, là maintenant, on les voit de plus en plus, les risques sur la fertilité, les risques sur le système cardiovasculaire, les risques sur les problèmes neurologiques. Hein? Là, on les voit avec la vaccination. Et même ça, ces risques-là ne sont pas nommés clairement. Ces risques-là, ils devraient être nommés avant, pas quand tu es en ligne puis tu attends l'injection. Ils devraient être nommés avant pour que toi, tu puisses dire « Oh, je regarde les risques, là, moi, j'aime pas ça. Là, moi, j'ai des problèmes cardiaques déjà en partant. » Fait que si j'ai des problèmes cardiaques puis qu'il y a un problème de coagulation lié à ce traitement-là, il me semble que ça ne devrait pas être pour moi, ça. Hein? Julie, quand tu parles de risque, ça nous fait quand même penser à la problématique de la pharmacovigilance et de l'accès à l'information. Mm-hmm. Hein, je ne sais pas au Québec où vous en êtes, mais en France, c'est un gros problème. En Suisse aussi. Enfin, dans tous les pays, finalement. Qui fait des recherches? Qui récolte les données en cas de problème? Qui compile les risques? Et aussi, je voulais quand même appuyer là-dessus parce que c'est vrai que tout le milieu médical est un milieu qui me passionne, comme tu le sais, depuis longtemps. Et en fait, il faut aussi pouvoir associer le problème. Parce que le médecin, quand il va avoir, par exemple, un effet secondaire, n'importe quel acte médical ou molécule qu'il peut donner à un de ses patients, si le patient va mal, il faut encore que le médecin puisse envisager qu'il puisse y avoir un lien probable entre l'acte, la molécule et l'effet qu'on veut éviter. Tu vois, le risque, je ne sais pas comment vous l'avez, vous arrivez à l'estimer dans cette méthode Brain, comment une personne, elle peut se faire la part des choses, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui nous écrivent et qui nous disent, oui, mais comment on fait pour accéder à l'information? Ouais, la science est complètement
occulté. Écrasé et il y a des cartels dingues là aussi. Ouais, ouais, c'est difficile. C'est pas facile. Moi, je suis un chercheur, je suis un scientifique, je suis habituée d'éplucher les études, de regarder, d'avoir un regard critique. Moi, depuis le départ, à la fois en périnatalité et dans tout ce qui se passe maintenant, je regarde les données, puis il y a une incohérence complète et totale entre ce que je vois dans les vraies données scientifiques et ce que les comportements des gouvernements. Fait que pour moi, ça s'est classé. Après, j'ai eu une demi-seconde de est-ce que c'est possible? Puis après ça, j'ai commencé à regarder, puis je me suis dit non, ça marche pas, là, ça fonctionne pas. Fait que ce que je dirais, c'est quand on continue le brain, la prochaine lettre, c'est les alternatives. Puis la quatrième, c'est intuition. Puis pour ceux qui n'ont pas, mettons, une facilité à accéder à des données objectives ou qui sont entourés de personnes qui continuent à marteler des messages de programmation, on peut y aller avec l'intuition. L'intuition, elle vient dans l'état de rêve. L'intuition, elle vient dans un état de silence, de contemplation, une marche, une méditation. Elle vient quand on est en contact avec soi, quand on fait des choses qu'on aime, quand on prend un bain, puis que ça sent bon, puis qu'on mange un morceau de chocolat. Ça vient dans des moments de plaisir, de détente. Alors, de prendre ces moments de détente et de questionner. Qu'est-ce que je ressens? Moi, il y a une femme qui m'a appelée puis qui m'a dit je suis enceinte, je le sens pas. Je sens pas que je devrais prendre l'injection. Ben, tu peux pas te tromper. Tu ne peux pas te tromper parce que tu le sens, tu le ressens dans toi. C'est comme si ton âme est en train de te parler, là. Alors, la partie I dans le modèle Brain est importante parce que ce qu'elle dit, c'est en dépit de toute la logique, les bénéfices, blablabla, les risques, blablabla, à l'intérieur de moi, ça dit je vire à droite. Puis quand moi, je demande aux professionnels de la santé, quand une femme enceinte vous dit il se passe ça, est-ce qu'elle a raison ou elle n'a pas raison? Si elle dit je sens qu'il se passe quelque chose, ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas, je le sens en dedans de moi. Est-ce qu'elle a raison ou elle a tort? Partout dans le monde où je suis allée, 100% du temps, ils me disent elle a raison. Il faut l'écouter, elle a raison. Puis quand la femme a dit « ça va le faire, je le sens, ça va bien, c'est correct, ça va bien », elle a raison. Il faut la croire, il faut nous croire, il faut se croire. Et que si la voix à l'intérieur a dit « ça marche », ça marche. Fait que si on revient sur l'acronyme B, bénéfice, R, risque, le A, c'est quoi mes alternatives? C'est quoi mes alternatives? Il doit bien en avoir des alternatives. Là, tu te dis que je suis à 40 semaines de grossesse et il faut qu'on me déclenche parce que vous ne tolérez pas que moi, mon corps, à 40 semaines, il n'est pas prêt puis il ne veut pas enfanter. Mon corps, il dit non. Mais vous dites oui, 44 jours, des fois 3 jours. Mais historiquement, les femmes, on ne calculait pas. Ça ne fait pas longtemps qu'on a des outils pour calculer de manière bien précise la date de conception. Je veux dire, de manière précise. Donc là, on prend l'échographie comme étant l'outil par excellence pour déterminer la date d'accouchement. Souvent, les femmes m'écrivent « ma date prévue d'accouchement, c'est le 15 octobre. » Puis tu fais « ouais, ça c'est… » C'est une bonne date, c'est mon anniversaire, Julie. Ah, c'est vrai? Félicitations! Mais tu dis pourquoi, comment on va, qui décide, que c'est le 15 octobre. Comment on fait pour savoir ça? Ah oui, la machine, elle le dit, l'échographie. Mais premièrement, l'échographie, elle a 1 semaine de plus ou moins. Elle peut se tromper, l'échographie, sur la datation pour une naissance. Plus ou moins 1 semaine. Puis après ça, mon laboratoire, ton laboratoire sont différents. Peut-être que moi, j'enfante en 38 semaines, toi, peut-être 43 semaines. On ne sait pas. Chaque femme est différente. Et tu vois, on utilise une machine qui donne une date qui peut se tromper d'1 semaine. On met une date hypothétique qui est 40 semaines, puis on dit, si tu n'as pas enfanté à cette date-là, on va te donner du Saintour, on va te donner des hormones, on va déclencher ton accouchement. Et ça, il y a beaucoup de conséquences. Fait que si on fait, mettons, le modèle Brain avec le déclenchement, parce que là, c'est la grande mode, le déclenchement. Il y a des études aux États-Unis. Oui, c'est ça. On n'a jamais autant parlé de déclenchement que maintenant. Exactement. Puis là, les études aux États-Unis sont
devrait-on déclencher l'enfantement à 37 semaines ou à 38? Puis t'es comme, non, mais je rêve. C'est ce que j'appelle comparer pourri 1 avec pourri 2. Tu sais, essaie de comparer, déclencher avec une femme qui est à terme physiologique. Là, on va avoir un vrai résultat. Donc, c'est quoi les bénéfices de déclencher? Ah, il va être plus petit. Pourquoi c'est un bénéfice, ça? Parce qu'ils vont dire, il va être plus petit. Il va passer plus facilement. OK? Mais est-ce que tu sais que dans les dernières semaines, c'est là que, tu sais, le raffinement, il se fait au niveau du cerveau, chez l'humain, tu sais, que c'est pas pour rien que Mère Nature, elle nous a donné le temps qu'elle nous a donné. Puis, notre bassin, il est fait. Ça, c'est aussi un mythe, hein, de penser que notre bassin n'est pas fait pour recevoir un enfant. Je dis, mais écoute, s'il n'était pas fait adéquatement pour recevoir l'enfant, comment est-ce qu'on a fait pour survivre pendant des milliers d'années? Tu sais, ça n'a aucun sens. Donc, non, on est compétente, le bébé est compétent et il sait quand il doit naître. Notre corps sait quand il veut naître. Puis, il n'y a personne qui va t'accoucher parce que tu vas t'accoucher toi-même, même si personne n'est là pour toi, tu es capable de t'enfanter toi-même. Dis, Julie, toi qui as quand même suivi des couples et des professionnels, alors là, ma question, c'est plus sur les personnes, les mamans, les pères. On va plus parler des mamans, parce que c'est elles qui portent l'enfant, hein. Est-ce que depuis le début, parce que ça fait combien d'années, en fait, que tu as commencé? Plus de 30 ans, là, 32 Plus de peut-être. 30 ans. Tu dirais qu'en 30 ans, tu vois une différence de l'intuition des gens, l'accès à leur ressenti, ou ce qu'il n'y en a pas? Est-ce que tu as vu une évolution, ou au contraire, une péjoration? Cette écoute des gens avec leur intuition? Je dirais pas qu'il y a eu une amélioration. Je dirais que peut-être même dans les années 80, il y avait un petit peu plus d'éveil. Tu sais, nous, au Québec, on a eu comme une révolution au niveau des naissances, hein. Il y a eu un congrès qui s'appelait « Accoucher ou se faire accoucher ». Puis c'était le mouvement où on voulait que les sages-femmes reprennent au Québec parce qu'ils ont presque disparu comme profession au Québec, hein. Il y a juste 3% des naissances maintenant qui se font avec des sages-femmes. Sinon, nous, c'est en maternité avec des médecins, des infirmières, des médecins. Oui, exact. Donc, je dirais que dans les années 80, il y a eu comme une espèce de mouvement vers le retour à la nature. Et maintenant, il y a eu une grosse médicalisation, une grosse poussée vers la médicalisation. Puis, il y a comme des semblants, tu sais, salle nature. Moi, quand j'enseigne dans plusieurs pays, une salle nature, c'est quoi, c'est une salle nature? Comment ça marche, une salle nature? Dans ma tête, je me disais, je comprends même pas, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, ben, on a des fauteuils, on a de la tapisserie, on a peinturé d'une couleur. Tu fais, une baignoire, peut-être? Ouais, peut-être une baignoire. Puis tu dis, OK, ah, mais si la femme elle a une péri, elle ne peut pas aller. Si la femme est déclenchée, elle ne peut pas aller. Si la femme elle a passé son terme, elle ne peut pas aller. C'est comme... Les femmes sont faites pour enfanter dans un milieu qui leur ressemble, dans un milieu dans lequel elles se sentent en sécurité. Et que si la fille elle vit dans un tipi, puis qu'elle se sent bien dans un tipi, ben, elle peut enfanter là. T'sais, puis si elle se sent bien dans une pièce ordinaire, pas de décoration, l'important, c'est qu'elle se sente en sécurité, qu'elle ne soit pas dérangée. Fait que je dirais pas qu'il y a eu, surtout en Europe, hein, il y a des pays comme la France où le taux de péridurale est extrêmement élevé. Il est élevé, les femmes ont peur d'avoir mal. Ils cognent à la maternité s'ils arrivent de nuit, puis ils disent « Je viens pour ma péri ». Tu dis, vraiment, tu viens pour une péri, tu viens pas pour enfanter, toi? Tu es sûr, tu viens pour une péri? Tu sais, tu comprends, dans l'ordre de priorité, là, c'est même pas pour enfanter, tu sais, donner naissance à la vie, c'est pour avoir une péri. Ça veut dire que la programmation est très, très forte. Puis, les moyens de coercition sont assez costauds. Et je dirais pas qu'il y a eu un gros changement au niveau des consciences. Surtout maintenant, là, avec la pandémie de la peur, encore plus. Là, on est en plein dans le lien entre ces deux univers, hein, parce que le mot peur, je crois que c'est un des premiers mots qui vient quand on parle de la naissance et de l'accouchement. Enfin, le premier, je pense, ça doit être la douleur, et après, forcément, ça invoque la peur. Ouais. Hein, ce que tu dis aussi dans tes formations. Effectivement, c'est que tu parles beaucoup de programmation, et les amis
si vous nous rejoignez maintenant, vous n'avez pas vu les premiers épisodes, vous comprenez pourquoi. Ça fait partie du grand puzzle géant de parler vraiment des naissances. Cette émission qu'on fait avec ta participation, Julie, parce que toi, du coup, tu me confirmes que tu as 3 décennies de recul sur tout cet univers-là. Et c'est vrai que l'univers médico-légal, il est fondé sur la peur. Et ça, c'est une chose que tu redis et redis, et dans la formation pour les professionnels aussi, qui est vraiment martelée, c'est toujours se baquer, se protéger avec, voilà, on a écrit sur le rapport médico-légal, au moins on ne peut pas nous attaquer. Il y a toujours cette peur de se faire attaquer ou d'avoir des procès, c'est très américain ça aussi, non? Oui, puis c'est drôle parce qu'il n'y a presque pas de plainte en périnatalité. Il n'y a presque pas de plainte. Pourtant, nous, on est dans un domaine où il y a beaucoup de violence obstétricale, où il y a l'absence de respect de nos droits. Quand on dit non, c'est oui pareil. Tu sais, tu dis non, je ne veux pas ça. C'est oui pareil. Je ne veux pas enfanter couché sur le dos. Tu vas enfanter, c'est comme ça le protocole. Hey, j'en ai rien à foutre de ton protocole. C'est mon corps, c'est mon enfant, c'est moi qui choisis. Mais non, il faut se battre, tu comprends? Et ça, c'est une violation de mes propres droits à moi qui est de dire, écoute, qu'est-ce que ça change dans ta vie, là? Tu sais, j'ai même pas besoin que tu sois là. Je vais l'attraper tout seul, mon enfant. Tu sais, toi, tu veux pas avoir mal au dos, toi, tu veux être confortable. T'es pas capable d'être accroupi parce que moi, je suis accroupi. Ça, c'est pas, tout est inversé. C'est centré sur les besoins de l'organisation puis du professionnel et pas sur les besoins de la femme qui enfante. Puis le médico-légal, là, je l'ai entendu des millions de fois invoqué pour justifier une position de retrait, une position de résistance, puis une position de patriarcat de c'est moi qui décide. Je l'ai vu 1 million de fois. Puis des procès, il n'y en a pas tant que ça. Hein? Il n'y en a vraiment pas tant que ça. Des plaintes, il n'y en a pas tant que ça. Puis c'est vraiment des cas extrêmes, mais des cas vraiment extrêmes. Là. Fait que c'est le médico-légal, pour moi, ça, c'est juste une façon de pallier, puis de dire, ah, on ne peut pas faire ça, il faut se protéger. Tu sais. Ouais. Puis, c'est pour ça que moi, je dis, OK, moi, je comprends votre position comme professionnel. Vous êtes dans une institution, vous avez des règles à faire, à obéir. Fait qu'on va faire des consentements libres et éclairés. D'accord? Fait que là, tu veux me déclencher, je vais la signer ta feuille. Apporte-la ta feuille qui dit que j'ai refusé de me faire déclencher, que j'ai refusé que tu fasses un examen. D'accord? Moi, comme être souverain, je peux choisir. Je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire, mais je dis qu'il faut au moins que j'aille le choix. J'ai le choix, c'est mon corps. D'ailleurs, dans la charte du patient hospitalisé française, il y a un point qui dit que les professionnels ne peuvent rien faire sans que tu aies donné ton accord. C'est écrit dans la charte. Donc, pourquoi ils peuvent faire de la coercition puis m'obliger à faire des choses que je ne veux pas faire? Puis quand nous, on dit ça aux femmes, tu sais, aux parents dans la préparation, on dit, hein, j'ai le droit de dire ça? Ben, oui. Tu sais, dans plusieurs pays, ils empêchent les femmes de manger puis de boire. Est-ce que toi, tu pourrais courir un marathon sans avoir mangé ou bu? Les preuves scientifiques depuis 40 ans nous disent que ça ne réduit pas le risque d'aspiration de ce qu'il y a dans ton... Parce qu'ils ont peur que si jamais ils sont obligés de faire une anesthésie générale, que ce qu'il y a dans ton estomac soit aspiré dans tes poumons. C'est dangereux. Mais les preuves nous montrent que même si tu n'as rien mangé, il va y avoir des liquides dans ton estomac que tu pourrais aspirer si tu as une anesthésie générale. Puis c'est encore plus obsolète parce qu'ils n'ont fait plus d'anesthésie générale depuis au moins 15 ans. C'est extrêmement rare. Avant, ils faisaient des anesthésies générales, endormaient complètement les femmes s'il y avait une césarienne. Maintenant, depuis au moins 30 ans, ils font des péridurales. Les femmes sont encore éveillées, tu vois-tu? Donc, on est resté avec ce processus qui est dépassé. On a les preuves et les pratiques ne changent pas. Là, mais je vais les laisser boire. Comment tu l'expliques justement, le fait que les pratiques ne changent pas? Parce que c'est comme si, au lieu de considérer que chacun est capable de gérer son propre risque, ils disent, moi, je vais gérer ton risque. Donc, si c'est moi qui gère ton risque, je vais t'empêcher de ci, ça, ici et ça, parce que je pense que c'est mieux pour toi. Tu comprends?
Et si tout était inversé, au lieu d'être c'est toi qui s'occupe de moi, c'est moi qui s'occupe de moi. Regarde, là, j'ai mal au cœur. Apporte-moi pas à manger, j'ai mal au cœur, j'ai envie de vomir. Tu comprends? Moi, je vais le décider. Moi, je vais choisir. Ma fille, dans son enfantement, là, tu sais, on était quelques personnes à la soutenir, elle était à domicile, puis là, elle disait, bon, là, j'ai vraiment envie du beurre d'amande, une banane, puis une rôtie, tu sais. Puis là, on arrivait, puis on lui servait ça, elle mangeait ça, elle. C'est elle qui décidait. Elle a bu, elle avait un Camel Pack, là, tu sais, les trucs que tu mets sur le dos avec de l'eau, là, elle avait ça, puis elle sirotait ça, elle buvait, elle s'hydratait, elle bougeait, elle dansait, elle mettait sa musique, elle était libre. Mais c'est pour ça que pour un premier enfantement, elle a enfanté à domicile, dans une baignoire, tu sais, super zen, tout a bien été. L'attachement, super facile, l'allaitement, super facile, le postpartum, tu sais, fluide. Mais dans les maternités, on est encore avec « t'as pas le droit de ça, t'as pas… » Mais si tu faisais le brain avec moi sur boire et manger, moi, premièrement, je ne dis jamais que je négocierais ça. Moi, si j'étais une femme, je dis aux parents, regarde, t'apportes ton sac, là, avec toute ta bouffe dedans, puis tout ce que tu as besoin, tu veux des noix, puis tu veux… Apporte tout ce que tu as besoin. Tu n'es pas obligé de déclarer tout ça aux douanes en rentrant à l'hôpital. Hein? Tu apportes ce qu'il faut pour être autonome, puis tu mets ça là. Puis moi, je leur dis aussi, tu prends un vibrateur, là, tu sais, un dildo, comment, un vibromasseur que vous appelez, tu sais, vaginal, là. Puis là, tu le poses sur la table, à côté de ta table de chevet. Tu le mets là comme ça. Puis ça, c'est une déclaration de souveraineté. C'est dire, ça se peut que vous arriviez ici, là, puis que vous me voyez en train de me masturber pendant mon enfantement. Donc, c'est une zone privée et juste ceux que j'invite ont droit de venir. Tu comprends? Fait que, tu sais, c'est sûr que je suis un peu… tu comprends maintenant pourquoi je suis plus capable d'enseigner aux professionnels parce que je suis plus capable… Ça fait 30 ans quand même. Hein. Ouais, c'est ça, mais je suis comme plus capable d'être gentille. Tu sais, quand je te disais au début, je suis plus capable d'être gentille. Je suis plus capable d'entendre les excuses qu'ils nous donnent pour les niaiseries qu'ils nous font faire. Tu sais, les excuses qu'ils nous donnent pour « il faut que je te mette un soluté ». Pourquoi? Ben, il faut que tu sois hydraté. Pourquoi? J'ai juste à boire. Ah oui, mais si jamais tu as une hémorragie, j'aimerais être capable de te piquer rapidement. OK? Si ton besoin à toi, tu as peur que j'ai une hémorragie. Moi, j'ai confiance que mon corps a tout ce qu'il faut. Si tu me déranges pas, puis tu me laisses en peau à peau avec mon bébé, puis tu me stresses pas, ça va le faire. Ça le fait tout le temps. Mais si toi, tu es inquiète parce que tu as appris à être inquiet de ça, OK, on va ouvrir une voie, on va mettre un petit papillon, là, puis si jamais tu as besoin de me transfuser rapidement, tu pourras le mettre dedans. Mais je ne vais pas me promener pendant 15 heures de temps avec un poteau, puis avec un soluté dans mon bras. Oui, mais tu vas te déshydrater. Je vais manger, puis je vais boire, je ne serai pas déshydratée. OK? Ça va être pas mal mieux que ton soluté qui n'est pas un aliment. Moi, je vais boire des vraies affaires. Là. Je vais boire du bouillon, puis je vais manger des vrais aliments qui vont me nourrir, moi, si j'ai envie. Est-ce que tu vois la différence? Fait que c'est pour ça que le modèle Brain va nous aider à décortiquer ça. Mettons que je faisais le Brain sur le soluté. C'est quoi les bénéfices du soluté? Ben, c'est que si jamais tu as une hémorragie, je vais pouvoir te transfuser rapidement sans avoir à te piquer puis à trouver une veine. OK. C'est quoi les risques? Ben, les risques, c'est que c'est vraiment inconfortable, ça crée un événement médicalisé, hein, tu te promènes avec un poteau, c'est pas naturel, ça, c'est pas le fun, là. Ça fait mal à ton bras, il y a quand même des désavantages à avoir ça. C'est pas un aliment, ça va créer un surpoids hein, chez l'enfant quand il va naître, parce que quand les femmes sont beaucoup hydratées, le bébé, il va avoir plus de poids à la naissance, puis dans les jours qui vont suivre, il va perdre ce poids-là, puis ils vont dire après que tu n'as pas assez allaité, puis que là, il perd du poids, puis il faut faire quelque chose. Puis ça, c'est directement corrélé avec le soluté puis la péridurale. Mais ça, ils nous le disent pas, tu comprends? Fait que ça te part dans tout de « Ah, ça marche pas ». Alors que si on passait sur le A, l'alternative, on pourrait arriver à « Ah, ben, peut-être que tu pourrais boire, ça va t'hydrater ». Au lieu du soluté. Puis peut-être qu'on pourrait juste te piquer puis mettre un papillon. Puis comme ça, moi, ça réglerait mon besoin comme professionnel hein, de pouvoir avoir accès à une veine. Puis toi, ben, ça va donner la liberté. Il faut juste avoir un peu d'inconfort où j'ai mis là. Tu comprends? Fait que ça, c'est des alternatives. Puis il nous manque le N.
Oui, après. Puis, Hein. oui, le I dirait, bon, moi, mon intuition dit que ça va le faire, ou non, je suis plus confortable avec un solité. Puis le N, c'est ne rien faire. Ne rien faire. Ah ouais. Fait qu'est-ce qui arriverait si on faisait rien? Pense-y, là. Si on faisait rien, si on fait rien, on va pas te mettre un soluté. Peut-être que ça va rien faire. Si toi, tu bois, ça va rien faire. Mais peut-être que s'il y a une hémorragie puis j'ai besoin de te piquer, je devrais te piquer à ce moment-là. OK, bon ben, ça, c'est ne rien faire. Je dis pas que c'est ça qu'il faut faire, mais je dis au moins, il faut évoquer ces 5 étapes-là pour être capable après de dire, ah, OK, ouais, je vais le prendre, le solité, ça me dérangera pas. Ou non, je le prendrai pas. Je veux que tu fasses rien, puis tu m'injecteras si jamais il y a un problème. Tu comprends? Il y a toute cette latitude-là, tout cet espace-là où chacun peut choisir. Puis pour moi, c'est ça la liberté, c'est d'être capable de dire, oui, j'y vais avec l'intervention, je suis d'accord, j'ai envie de l'avoir, ou non, je veux pas l'avoir, ou, gage, moi, je suis prête à faire ce compromis-là. Tu comprends? C'est ça le consentement libre et éclairé, c'est d'être capable de choisir. Oui, alors effectivement, il y aura beaucoup de travail, hein, les amis. Je pense que vous vous rendez compte de tout ce que ça implique pour avoir un consentement libre et éclairé, parce que vraiment, le souci, c'est l'accès à l'information. Et qui fait l'information? Voilà, ça, c'est les gros soucis. Et on parle beaucoup ces temps de fabrique de l'ignorance. Et effectivement, toi qui parles beaucoup d'études et qui as eu l'habitude de les éplucher et puis de les interpréter, je pense que tu as bien vu aussi des fois le nombre de cohortes restreintes, en tout cas dans le milieu qui a été le tien et ta spécialisation depuis plus de 30 ans, la périnatalité. Il y a beaucoup de dogmes, en fait. Moi, j'ai découvert tout un univers aussi. On parlera plus en profondeur de thèmes. En tout cas, en ce qui me concerne, ça concernait le Refilac, parce que les femmes qui ont un résus sanguin négatif, dont je fais partie, 15% de la population, je crois. Il y a tous des protocoles et des prophylaxies qui sont appliqués. Et en fait, quand on voit les études, c'est fait sur quelques centaines de femmes. Même, je lis dans une des formations que vous offrez aux professionnels, il y a une... J'aimerais que tu nous expliques cet exemple-là, parce que moi, de nouveau, hein, j'ai cru que j'allais tomber de ma chaise, sur 1 centimètre de dilatation par heure. Ça aussi, apparemment, une étude aurait été faite, je ne sais plus il y a combien d'années, sur une 60aine de femmes pour dire... Voilà. Alors, on stresse les femmes dans les maternités pour leur dire « Ah ben, vous êtes qu'à 2 cm, les femmes paniquent, sinon, alors, je n'y tiendrai pas encore 8 heures, puisqu'il reste 8 cm et moins par heure. » Est-ce que, du coup, tu peux donner des conseils aux parents pour essayer d'y comprendre quelque chose? Et si tu as envie de parler justement de cette étude, je t'en prie. La courbe dont tu fais référence, c'est ce qu'on appelle la courbe de Friedman. C'est un obstétricien américain qui s'est intéressé à développer, à comprendre la mécanique obstétricale. Puis, dans la mécanique obstétricale, c'est pas une mécanique, c'est pas une vision holistique. Hein. Une vision holistique d'une femme qui enfante dans l'univers et qui enfante l'univers par son soi profond. C'est mécanique. La femme, c'est un véhicule, le bébé, c'est le passager, puis le passager, il faut qu'il passe dans le conduit, puis c'est mécanique, tu comprends? Et lui, ce qu'il a voulu faire, c'est comprendre combien de temps ça durait pour créer une norme. Et donc là, il a étudié 200 femmes, il me semble, un protocole dans les années 50, où là, des femmes qui étaient lourdement médicalisées, pas des accouchements physiologiques, là. Et là, il a créé une courbe où il a dit ce qu'on appelle la phase de latence, où là, le col va mûrir et ça dilate pas, et ça dure tant d'heures. Et après ça, il y a la phase active, où là, le col se dilate, et puis après ça, il y a l'enfantement, puis il y a le placenta qui sort. Puis ça, c'est un modèle. Et si toi, tu fites pas sur si tu rentres pas sur cette courbe-là, ou si tu sors de la courbe, ta phase de latence qui est plus longue, ou ta phase active qui dure pas assez ou trop, peu importe, quand tu sors de ce standard-là, là, tu deviens une personne qui a une pathologie, une dystocie de travail, puis on va corriger.
Mais toute la philosophie derrière ça repose sur très peu de données scientifiques et surtout pas sur des enfantements physiologiques. Fait que ce qu'on voit, c'est que la médecine intervient en imposant un modèle. C'est ce que nous autres, on appelle le modèle patriarcal. C'est un modèle de « moi, je décide, je choisis, je suis comme un apprenti sorcier, je vais expérimenter, je regarde les femmes, j'ai observé. » Tu sais, on se fait dire par des hommes comment notre vagin fonctionne, comment notre utérus fonctionne, tu sais, comment nos règles fonctionnent, comment notre cycle fonctionne. Mais toi, t'en as pas, hein? Moi, je sais, tu sais, le syndrome prémenstruel, tu sais, la période prémenstruelle, ben, ils l'ont qualifié d'un syndrome. Syndrome, ça veut dire que c'est un problème, hein? C'est un problème prémenstruel. Moi, j'appelle ça la période de, tu sais quoi? Je vais dire ce que je dis pas le reste du mois. C'est pas un syndrome, c'est une révélation. C'est la période où on peut tout dire. où on est authentique dans notre être profond, parce que tout ce que tu gardes le reste du mois, tu le dis dans la période prémenstruelle. Là, les gars, ils sont comme, oh mon Dieu, dans son syndrome. C'est pas un syndrome. Premièrement, chaque partie de notre cycle est là pour nous aider à être entière. Il y a notre période de fertilité où on a une envie charnelle, on a une envie de se reproduire, notre corps tout entier respire tu sais, il faut se reproduire. Il y a la phase menstruelle où on est comme, tu sais, dégage, je ralentis, pousse-moi pas, parle-moi pas, tu sais, laisse-moi, j'ai besoin de me reposer, c'est notre phase menstruelle. Puis on a une phase prémenstruelle qui est comme, tu sais, faut que je te dise. Puis c'est cette période-là qui nous permet comme d'épurer le rapport qu'on a à l'autre. Fait que c'est pas pathologique, mais pour quelqu'un qui comprend pas, il voit ça comme pathologique. Fait que pour la courbe de Friedman, ce que ça a fait, c'est que ça a rendu pathologique à peu près 60% des enfantements pathologiques, parce qu'on ne suit pas la courbe. C'est que c'est pas 60% des femmes qui sont pas correctes, c'est que la courbe n'est pas adéquate pour représenter. En plus, tu parles d'à peu près 200 femmes dans un milieu bien défini. Alors là, si on parle pas d'un biais dans l'étude, je ne sais pas de quoi on parle, hein. En plus, qui date d'il y a 70 ans en arrière. Exact. Et on en est là. Et en fait, c'est ça, c'est que finalement, on n'a pas appris à remettre en question les programmes dans les universités, les programmes pour les sages-femmes, pour les gynécologues, etc. Ou pour les médecins aussi, hein, peu importe. Donc finalement, j'aimerais qu'on finisse cette capsule sur quelques mots de ta part par rapport à ton point de vue que tu pourrais transmettre peut-être aux parents ou aux professionnels de la santé, ça c'est libre à toi, mais toujours ce complexe de « je sais moins bien, je sais pas », parce que tu parles beaucoup d'intuition, ça paraît un peu hurluberlu pour les gens qui n'ont pas l'habitude, pourtant ça se travaille, c'est une vraie discipline, hein. Peut-être rassurer aussi les gens sur le fait que ça se travaille justement et que c'est pas du premier coup qu'on arrive... tu vois, mais on l'a remarqué aussi depuis 1 an et demi. Je ne sais pas toi comment tu ressens les choses, mais toujours cette infériorité. Ah ben moi, je ne peux pas dire, je ne suis pas médecin. Je ne peux pas avoir de point de vue, je ne suis pas médecin. Mais c'est difficile parce que ce qui est à l'envers, il nous dit ce qui est à l'endroit, puis ce qui est à l'endroit, il nous dit ce qui est à l'envers. Fait que, tu sais, déjà que c'était pas simple de canaliser soi-même, tu sais, l'énergie du divin ou de l'univers, ou appelez comme tu veux. Déjà, c'était pas simple. Là, maintenant, tout est inversé. Fait que tu comprends encore moins bien. Ça devient... c'est tout pour créer de la confusion dans notre esprit. Donc, moi, la pratique que je fais, c'est une pratique que je fais quotidiennement depuis 35 ans. Moi, je prends 20 minutes à tous les jours pour contempler. Ce que moi, j'appelle contempler. D'autres vont appeler ça prier. Mais contempler, c'est observer, c'est de faire le vide, c'est de faire un silence. Puis moi, je chante un son. C'est you, H-U, you. T'as pas besoin de croire en une religion, pas croire en Dieu. Tu chantes le son. Le fait de chanter le son, surtout pour les femmes enceintes, hein, mais pour tout le monde, moi, je le fais tous les jours, ça permet à ton diaphragme de bouger. Ça permet à tes poumons de se gonfler complètement. Ça permet à l'abdomen de rentrer. Et ça permet, dès qu'on commence à respirer profondément et qu'on expire profondément, notre
notre aura, notre lumière autour de nous autres, elle change, mais vraiment, ça prend 5 minutes de cohérence cardiaque, de souffle pour que ça change. C'est pas long. Et dès qu'on a commencé à changer ça, ça rentre. L'intuition, elle rentre. La vision, elle se clarifie. On n'est pas clair parce qu'on est exposé à toutes sortes de choses qui nous invalident. Fait que si toi, t'es enfant puis tu dis « Maman, je suis triste », sois pas triste, ne pleure pas. Ça t'invalide. Donc, toi, tu te déconnectes de ta tristesse, tu te déconnectes de ton soi profond. Faire le chant du You, pour moi, c'est une façon de rentrer en contact puis de dire « Qu'est-ce qui se passe? Je suis où? Qu'est-ce que la vie, elle me dit? » Je me connecte les pieds au sol puis la tête dans le ciel. Puis je fais ce passage-là. Puis c'est comme ça que je reste en grounded, que je reste vraiment attachée à la terre, mais en même temps la tête dans le ciel. Puis ce qui nous joue beaucoup de tours, c'est le mental. Puis la programmation, elle se fait au niveau du mental. Tu sais, notre mental, la pensée. Ils m'ont dit ils m'ont dit que les règles disent que ça, c'est le mental. En yoga, on dit le mental est menteur. Donc, tu te fies pas sur le mental. Tu te fies sur ta sensation. Puis, chez tout le monde, quand on replonge dans notre corps, là, quand tu me parles de ça, là, tu sens quoi? Ah, je sens une boule dans mon ventre. OK. La boule dans ton ventre. Ça, la boule, elle dit-tu que c'est bon? C'est-tu bon, ça? Ah non, c'est pas bon, là, je me sens toute pognée. OK. Ton corps est en train de te parler. Fie-toi là-dessus. Si tu sens, dans mon cœur, je sens, c'est comme chaud, là, je vois de la lumière, c'est chaud, c'est doux. Ça, c'est un oui. Le corps qui a dit oui. Fait que je pense qu'en se reconnectant sur soi, on ne peut pas se tromper. Puis, il faut laisser tomber le mental. Tu sais, quand, souvent on dit dans la naissance, il faut que tu te pousses de ton chemin. Tu crées ton propre obstacle dans ton chemin. Pousse-toi. C'est le mental. Puis, en médecine, quand on calcule les heures, quand on calcule la dilatation, c'est le mental. Tu comprends? C'est le mental qui dit, ça fait 10 heures que je suis ici, j'ai dilaté 2 cm. Ça veut dire que ça, c'est 5 cm à l'heure. Il me reste 8 cm, je vais être ici jusqu'à Noël. C'est sûr, ça finit plus. Tu sais, ça, c'est le mental qui parle. Puis c'est pour ça qu'il faut laisser ça tomber puis dire, hey, depuis que le monde est monde, on le fait. On est capable, ça va le faire, j'ai confiance. Puis en se canalisant avec un son, avec le souffle, ça nous permet de revenir dans notre corps. Je ne sais pas si ça donne un peu des pistes. Oui, ça donne des pistes. Merci Julie. Puis de toute façon, on n'est pas limité dans le nombre de chapitres qu'on va faire parce qu'il y en a encore beaucoup à venir, les amis. Et le sujet est tellement vaste qu'on focalise sur un thème à la fois parce que sinon, on ne s'arrête plus. C'est ultra passionnant. Et effectivement, ça rayonne. J'espère que les amis, ça vous sera utile et vous allez pouvoir vous entraîner à cette méthode-là parce que, comme je vous le disais, vous pouvez l'utiliser vraiment dans tous les domaines de votre vie, tout le temps, en fait. Puisque je crois qu'on n'a jamais pris autant de pilules des civilisations. La pilule 1 qui étouffe le symptôme 1, qui amène le symptôme 2, alors la pilule 2, puis c'est parti pour la cascade. Alors on dit oui, mais on n'a jamais vécu aussi longtemps. Oui, mais dans quel état? Alors, faut voir aussi ça, hein, effectivement, ce sera des sujets qu'on abordera avec grand plaisir. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose pour finir cette capsule sur le brain? Est-ce que j'ai oublié de te poser peut-être une question capitale? Moi, je pense qu'on a pas mal couvert de choses. Tu sais, j'ai envie de dire à tout le monde, tu sais, il faut qu'on s'occupe de soi. C'est un temps important. On vit dans une période importante de l'humanité. Il faut qu'on s'occupe de soi. Puis, il ne faut pas attendre que les autres s'occupent de nous. Il faut choisir, on est souverain, choisir. Faire le brain sur tout ce qui nous concerne. Puis, choisir ce qui est bon pour soi. Parce que si c'est bon pour nous, ça va être bon pour les autres. Parce que si toi, tu es en équilibre, parce que tu as fait des bons choix, tu vas rayonner puis tu vas donner de l'équilibre aux autres. Mais si toi, tu es en déséquilibre et tu es malade et tu ne vas pas bien parce que tu n'as pas fait tes choix en fonction de ce qui est bon pour toi, ça affecte les autres aussi. Donc, la manière d'être la plus généreux pour les autres, parce qu'on nous parle souvent du bien-être des autres, c'est de s'occuper d'abord de son bien-être. Parce que si on est bien servi, on peut servir les autres. C'est comme dans un avion, hein? Tu mets ton masque sur toi avant de le mettre sur l'autre. Ben, il faut se servir soi avant de pouvoir servir la communauté.
Merci Julie. Et puis les amis, vous pouvez retrouver tous les contenus de Julie sur son site bonapace.com. En tout cas, j'ai mis les liens des formations et puis aussi j'espère qu'il va y avoir toujours autant de professionnels qui continuent de se former avec ton approche. Elle est extraordinaire. En tout cas, moi, je teste et je suis super contente. J'apprends plein de choses et je déprogramme. Je continue aussi. On n'arrête jamais de se déprogrammer. En fait, ça a été tellement couche sur couche depuis qu'on est arrivé sur Terre. Hein. C'est pour ça que ça me tenait vraiment à cœur de faire ces contenus avec toi, parce que là, on part vraiment de l'instant zéro, le Big Bang de chacun. Et on se dit, waouh, ça a déjà commencé là. Et puis, les amis, j'ai le grand plaisir aussi de vous dire qu'on parlera d'épigénétique. Parce que, Julie, je ne sais pas si tu sais, mais on a beaucoup de personnes dans notre audience qui sont passionnées d'épigénétique. Et je sais que ça, c'est vraiment un thème que tu maîtrises bien sur les hormones de synthèse et la façon dont on peut modifier l'état émotionnel des enfants. Waouh, ça aussi, c'est encore un coup de baseball sur la tête. Merci Julie, à très bientôt. Oui. Et les amis, partagez, hein, vraiment, on compte sur vous. Au revoir Julie. Au revoir.